On répondra à vos questions, bien évidemment. Alors peut-être plutôt à la fin. Après, si vous en avez vraiment une qui vous brûle les lèvres pendant l'intervention, pas de souci. Mais on prévoira un temps pour répondre à toutes vos questions sur le site internet à la fin de notre présentation. Donc, on va vous rappeler un petit peu les b.a.-ba d'un site internet performant. On va vous parler du parcours client, qui est quand même clé, même si on ne fait pas du e-commerce. Mais quand on a un site vitrine, il faut penser parcours client. On va vous parler de la confiance que peut dégager et instaurer un site internet, de l'engagement également qu'il faut prévoir pour un site internet, de vos contenus. Un site internet doit vivre, c'est pas une vitrine figée qui ne bouge plus jamais. On va vous parler également de propositions de valeur parce que il faut se vendre sur un site internet. Et puis on vous délivrera les petits plus de l'agence InWinRen et puis de la Chambre des métiers et de l'artisanat également. Donc je vous propose de démarrer et Myriam, tu vas nous dire un petit peu ce que c'est que le b.a.-ba d'un site internet performant. Alors, il faut penser à certaines petites choses sur un site internet. Déjà, pensez à votre expérience à vous en tant qu'utilisateur lorsque vous surfez sur un site internet en fait. Il faut se mettre à la place des gens, des internautes qui vont visiter votre site. Effectivement, les pages du site doivent se charger en moins de 3 secondes. On dit qu'au bout de 4 secondes, vous perdez en fait 25% des internautes. Donc c'est assez conséquent. Donc après, il y a plein de petits trucs et astuces pour diminuer le temps de chargement de vos pages, notamment aussi de compresser vos images. Il ne faut pas que ce soit des images d'une grosse qualité et surtout aussi qu'elles fassent une taille importante. Parce qu'en fait, on fait un appel au serveur qui renvoie en fait l'image ensuite sur votre site internet. Et il faut que ce ping-pong, en fait, cet aller-retour, soit le plus rapide possible. Donc il y a des petites astuces. Vous pouvez en fait retravailler vos images via des outils comme GIMP ou Photopea, où là vous allez pouvoir en fait compresser vos images pour votre site internet. Alors il faut aussi autoriser la mise en cache. C'est toujours par rapport à ces allers-retours de données. Quand on dit ne pas abuser des plugins, en fait, si par exemple vous travaillez vous allez construire votre site internet sur WordPress, pour ne parler que du CMS le plus répandu mondialement, vous avez en fait la possibilité d'ajouter plein de plugins pour plein de choses en fait. Vous voulez mettre un formulaire contact, vous pouvez aller chercher le plugin formulaire contact, le télécharger ensuite sur votre site internet. La petite map Google, c'est pareil. Et en fait, ce nombre de plugins, il faut essayer en fait de l'optimiser un maximum. Et pourquoi pas faire appel en fait à un webmaster pour que ce webmaster puisse en fait coder certaines pages, en fait, et écrire du texte informatique, du CSS ou du HTML, pour éviter d'avoir un maximum de plugins qui risqueraient en fait d'alourdir votre site internet. Donc là, on vous a donné une petite astuce aussi avec PageSpeed de Google. Ça vous permet, en fait, vous allez sur le site internet de PageSpeed de Google, de renseigner en fait l'URL de votre site internet, et en fait, ça teste le chargement de votre page. On dit souvent aussi, en fait, faut penser au référencement naturel, donc c'est-à-dire à la présence que vous allez avoir sur les moteurs de recherche. Et pour pas le citer, Google, il y a plein de règles en fait qui sont liées au référencement naturel, donc à comment Google va vous sanctionner ou pas. Donc le temps de chargement, typiquement, s'il est trop long, Google va vous sanctionner et vous n'apparaîtrez pas dans les premiers résultats de recherche. On dit aussi mobile first, donc il faut vraiment penser en fait à ce que votre site internet soit adapté à tous les formats d'écran. C'est ce qu'on appelle en fait avoir un site responsive. Pourquoi ? Parce qu'en fait on se rend compte qu'on a beaucoup plus de mobinautes que d'internautes. Et c'est pareil aussi quand vous allez penser à la rédaction web, à la façon dont vous allez rédiger votre site internet. Donc ça amène toujours à penser au référencement naturel. Mais en fait, ce qui va être aussi à privilégier, c'est non plus simplement les mots-clés, mais les expressions clés, en fait. Parce qu'en fait, on est tous plus ou moins maintenant en train de faire des recherches en disant « dis Siri, tu peux chercher » ou « dis Google ». Donc, en gros, ça rentre dans nos habitudes. Et aussi, la façon dont on recherche, en fait, on recherche limite plus en parlant qu'en rédigeant. Donc sur toute cette partie en fait référencement naturel, de savoir structurer son site, donc c'est-à-dire quel titre vous allez donner à votre page. Donc là, quand on dit titre, en fait, c'est sur l'interface, c'est pas le titre contextuel que vous allez avoir sur votre site internet, quoi. C'est vraiment le titre de votre page.
quels mots-clés ou expressions-clés vous allez mettre dedans, combien de fois vous allez le faire apparaître, parce qu'en fait, ce mot-clé ou cette expression-clé, vous avez besoin de la faire apparaître un certain nombre de fois, que ce soit dans vos balises ou dans vos métadescriptions. La métadescription, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit résumé, vous savez, que vous avez dans Google en dessous de la recherche. Donc c'est pareil, vous avez un nombre de caractères aussi à respecter sur cette métadescription. Donc tout est très, très codé en fait. Le titre doit faire un certain nombre de caractères, les balises aussi. C'est pareil, si vous chargez des images, et bien en fait, il faut aussi mettre un texte alternatif à ces images. Pourquoi ? C'est pour qu'en fait, Google comprenne. Vous permettez à Google de comprendre ce que va proposer votre site et vous faire référencer aussi ces images sur Google Images. Donc c'est un b.a.-ba, mais ça fait beaucoup pour un b.a.-ba, mais on va continuer. Alors, on va continuer avec le parcours client, un parcours client fluide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà que il faut vraiment que vous ayez un menu qui soit simple. Je vois encore beaucoup de sites internet où j'ai une dizaine de textes là sur le menu pour aider l'internaute à aller rapidement vers ce qu'il a envie de trouver sur votre site internet. Quand il y a une dizaine d'expressions sur le menu, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis c'est pareil, il y a des fonctionnalités universelles qu'il faut respecter, et enfin c'est un petit peu dans les automatismes qu'on a gagnés désormais. Alors vous avez peut-être pas tous, mais il faut quand même y penser. Je vous donne un exemple. En règle générale, quand on clique sur le logo du site internet, on revient à la page d'accueil. Ça c'est quelque chose auquel il faut penser tout le temps. Également, donc les barres de recherche, maintenant, ça tend à disparaître. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, on avait une barre de recherche inclue dans le site internet. Désormais, maintenant, on est censé avoir un site internet qui est fluide, facile à naviguer à travers, et on n'a plus besoin d'utiliser une barre de recherche au sein de son site internet. Par contre, c'est toujours important de penser à son fil d'Ariane. Donc ça, c'est quand on suit un petit peu le parcours qu'on a pu faire, notamment quand on est sur de la vente de produits ou catalogue, et puis que c'est un petit peu long pour arriver quand même à... C'est ce qu'on essaye, on évite, mais parfois il faut cliquer 2-3 fois avant d'arriver sur le bon produit. Si on a envie de revenir en arrière, on ne sait plus sur quoi on a cliqué, c'est intéressant d'avoir le fil d'Ariane qui s'affiche pour pouvoir revenir facilement en arrière. Et puis le menu flottant. Quand vous avez optimisé votre menu, vous avez un menu simple, facile, c'est bien qu'il reste toujours figé, peu importe quand on scrolle, quand on descend, il reste toujours accessible pour pouvoir naviguer facilement au sein de son site internet. Voilà quelques petites astuces. Également, avoir un parcours client fluide, donc c'est lui faciliter la vie quand il arrive sur votre site internet. Ça veut dire peut-être mettre à disposition une FAQ, une foire aux questions. Si vous avez peut-être un domaine qui est un peu complexe, qui amène beaucoup de questions, vous ne pouvez pas répondre à tout, sinon vous auriez une page à rallonge, prévoyez peut-être une foire aux questions. Également, je pense que vous l'avez vu, les chatbots, c'est de plus en plus démocratisé, c'est interactif, ça permet d'avoir une réponse rapide. On n'est pas obligé de passer par la rédaction d'un email, de devoir prendre son téléphone, composer ou même appeler alors qu'on n'aime pas ça. Les chatbots, ça plaît énormément, notamment aussi à une plus jeune cible. Donc n'hésitez pas non plus à en mettre à disposition. Maintenant, il y a des choses qui se synchronisent très bien. Par exemple, avec Messenger Facebook, on peut intégrer un chatbot sur son site internet facilement. Ne sous-estimez pas cette fonctionnalité qui plaît à beaucoup. L'aide à la saisie de vos formulaires, donc ça c'est pareil, ça va être en fonction de ce que vous avez décidé de prendre comme formulaire de contact, et puis sur aussi quel device vous êtes, si vous êtes sur votre smartphone, etc. Mais n'hésitez pas non plus à faciliter le fait de compléter votre formulaire. Ça c'est le nerf de la guerre pour beaucoup. Vous voulez récupérer des adresses mail, des contacts, des prospects. Si votre formulaire il est super long, il ne sera pas complété. Et si en plus, par exemple, quand vous demandez le numéro de téléphone, que votre internaute il est sur son smartphone et que automatiquement il n'y a pas le clavier numérique qui s'affiche, déjà vous réduisez le nombre de chances qu'il vous laisse son numéro de téléphone. Donc il faut tout lui faciliter jusqu'à comment le clavier s'affiche au moment de remplir un champ d'un formulaire. Et puis également, donc quand on parle de parcours client fluide, on a tendance à les oublier, mais je vous invite à arrêter parce que les règles vont changer.
Il faut penser également aux malvoyants. Et aujourd'hui, ça va faire partie des critères de sélection de Google et de référencement de Google. Il faut bien choisir vos couleurs, écrire suffisamment gros vos titres et votre texte pour que votre site reste accessible aussi aux malvoyants. Et c'est aussi pour ça qu'on va inviter de plus en plus à être bien référencé sur la recherche vocale. Donc pensez-y, si vous êtes en réflexion de développement de site internet, ce sont des choses que vous pouvez d'ores et déjà anticiper et commencer à travailler dessus. On continue sur Inspirer confiance. Donc oui, Inspirer confiance. En fait, le premier item qu'on a mis, c'est un site sécurisé. Ça paraît bête, mais on en voit encore des sites qui sont HTTP et pas HTTPS. Le petit S, en fait, il est recherché surtout sur des sites marchands où, au final, on va laisser nos coordonnées bancaires. Donc là, c'est aussi quelque chose qui peut faire fuir des internautes. Je me permets de te couper, Myriam. Il y a eu très dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, les fiches Google My Business qui sont de plus en plus aussi utilisées. Et voilà, c'est important d'en avoir une. Google My Business, désormais, si vous n'avez pas de site HTTPS, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus avoir de fiche Google My Business. Donc, hyper important, même si on n'est pas un site e-commerce, il faut un site sécurisé. Et puis aussi, Google vous sanctionne aussi sur le référencement, tout simplement. En plus de vous sanctionner sur Google My Business, vous êtes sanctionné en fait sur le référencement de votre page et l'indexation de votre page sur Google. Donc après, voilà. Donc soit effectivement, donc là, ça nécessite un plugin, d'avoir en fait un certificat en fait. On appelle ça un certificat SSL. Donc ça vous permet de sécuriser en fait la navigation de votre site. Je vous invite aussi à faire aussi des mises à jour régulières de votre site internet parce que c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui est regardé par Google. Et puis même aussi pour vous, pour éviter en fait d'avoir des failles de sécurité, que des hackers s'introduisent aussi sur votre site internet, de faire régulièrement les mises à jour de votre site. Et également aussi de changer régulièrement vos mots de passe en ayant des mots de passe complexes, différents des usages que vous pouvez avoir ailleurs, qui ne soient pas personnels, avec différents caractères. Donc l'idée, c'est effectivement de changer vos mots de passe 3 à 4 fois l'année. Donc là, voilà. Après ça, vous allez avoir un site normalement qui est sécurisé, sachant que si vous passez par WordPress, c'est les sites qui sont les plus attaqués au monde. Pas de faute d'orthographe, ça vous vous en doutez. Hein. La première impression reste la bonne. Donc il faut éviter effectivement de faire fuir l'internaute avec une petite coquille qui se glisse dans le texte. Donc n'hésitez pas à vous faire relire par plusieurs. Si vous avez aussi déjà des clients, n'hésitez pas aussi, des bons clients qui vous apportent du chiffre, qui sont fidèles. N'hésitez pas aussi à faire tester votre site internet par vos clients. Même pas si votre site il est fini, pas finalisé et tout, mais voilà, d'être dans cette méthode un petit peu itérative. Je fais tester, je teste, je réajuste et je vois quelle est l'expérience utilisateur sur le site et comment je peux l'améliorer et la modifier au fur et à mesure. Donc c'est pareil au niveau des certifications, mettez-les. Je veux dire, si vous avez un label écologique, éco-responsable, si vous avez été meilleur ouvrier de France, tout ce qui peut en fait légitimer votre profession, votre activité, n'hésitez pas à le mettre. Donc bien souvent aussi, on dit de mettre des témoignages et des avis clients. Donc après, il y a la possibilité également d'utiliser des extensions en fait qui vont aller chercher des avis clients qui vont être postés sur Google My Business, sur Facebook ou sur des sites d'avis certifiés. Et ensuite, le flux vient se mettre du coup sur votre site internet. Donc ça met à jour aussi votre site internet. Donc c'est intéressant aussi sur la mise à jour du contenu de votre site internet. Quand on dit effectivement utiliser le bon langage, c'est savoir se mettre à la place de son client et puis c'est savoir aussi au final quel ton vous allez donner à votre site internet. Est-ce que je tutoie, est-ce que je vous vois, quels sont les mots-clés que je vais jamais utiliser aussi. C'est bien aussi d'avoir un champ lexical de mots-clés qui vont jamais être utilisés et aussi essayer d'avoir une base de synonymes
de certains mots-clés, expressions-clés qui sont importants pour votre entreprise. Et ensuite, effectivement, tu parlais tout à l'heure de la barre de progression, en fait, de mettre en avant des éléments de réassurance. C'est pareil, si je suis sur un site marchand, j'aime bien visualiser à quelle étape je suis en fait de mon achat, en fait. À quel moment on va me demander mes coordonnées bancaires, à quel moment je renvoie l'adresse de livraison, le mode de livraison, etc. Donc c'est effectivement essayer de donner un maximum de détails. C'est votre vitrine en fait 24/24 quoi. C'est votre meilleur agent commercial, j'ai envie de dire, votre site internet. Donc essayez de donner un maximum d'informations qui rassurent, qui donnent confiance en fait aussi à l'internaute. Quelle est la politique de retour, si vous pratiquez une politique de retour, si vous intervenez, je sais pas moi, chez des gens, sous quel délai ça se fait, enfin. Voilà, la réception du devis, à quel moment elle fait, à quel moment aussi potentiellement vous allez relancer les gens. Comme ça les gens aussi s'attendent à être relancés par vos soins. Donc, essayez d'en dire un maximum pour assurer l'internaute. Donc, on va passer sur comment créer de l'engagement, hein, comment avoir une foule en délire. Une foule en délire, ça, je sais pas. Mais au moins créer de l'engagement, ce sera déjà très bien. Donc créer de l'engagement, ça veut dire quoi? Je vous en disais quelques mots déjà tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va faire pour inciter à prendre contact? Et effectivement, je vous le disais, un formulaire court, simple, explicite. On sait pourquoi on laisse ses coordonnées. Il y a de la valeur parce que je laisse pas mes coordonnées comme ça par plaisir. Donc je sais que ce que je vais avoir en retour en remplissant ce formulaire, ça va me servir. Également, donc je vous parle beaucoup des formulaires, donc il faut les mettre en avant sur votre site. Donc idéalement, le contactez-nous qui est figé sur le menu, le rappeler tout en bas des pages de manière ponctuelle et intelligente dans votre site internet, c'est important. Faciliter la vie de l'internaute. Et puis, ne pas oublier aussi les numéros de téléphone, parce qu'il y en a certains, surtout s'ils sont en phase d'évaluation ou en phase d'achat, le formulaire, c'est trop long. Ils prennent le téléphone, ils appellent, et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, du coup, pareil, mettez bien en avant vos numéros de téléphone. Le téléphone, c'est pas mort, hein. L'email, ça fonctionne bien, mais le numéro de téléphone, c'est ce qu'il y a d'encore plus engageant. Donc, mettez-le bien en avant et s'il vous plaît, je le vois encore, pas de numéro surtaxé. Parce que alors là, vous êtes sûr que vous aurez jamais d'appel. Je le vois sur certains sites encore, prix d'un appel surtaxé, des numéros 0800, je ne sais quoi. Donc non, vraiment un numéro de téléphone qui aspire confiance, qui va pas me faire hésiter un instant. Et puis également, donc, contactez-nous, appelez-nous, c'est ce qu'on appelle des CTA, des call to action, donc des boutons pour inciter à prendre contact. Et placez-les au bon endroit. Et surtout, utilisez des verbes d'action. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait du bon langage, donc employez le bon vocabulaire, mais aussi, le contactez-nous, c'est vrai qu'il est universel. Maintenant, si vous cherchez à avoir peut-être un ton plus familier par rapport à votre cible, ou si vous souhaitez être un peu plus original, vous pouvez peut-être chercher autre chose. Et puis, ça se voit de plus en plus. Contactez-nous, c'est assez général. Je veux vous contacter, ou vraiment, quelque chose de plus engageant, c'est des choses qui se démarquent aujourd'hui. Donc, travailler vraiment ces CTS, c'est hyper important. Et puis, n'oubliez pas, et c'est pour ça que je vous disais que vous vous adressez à une personne. Ok, sur votre site internet, vous allez avoir plein de personnes qui vont venir prendre des informations sur ce que vous faites, mais quand vous le rédigez, votre site internet, quand vous travaillez vos CTA, imaginez que vous êtes en train de parler à une seule personne et que c'est une personne que vous voulez convaincre, et tout de suite, vous serez plus impactant et plus engageant dans ce que vous proposez comme contenu sur votre site internet. Et du coup, c'est moi qui continue, non? Oui. Donc, voilà, introduction à varier vos contenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement, de la même manière que quand on est dans une boutique physique, on a envie de passer un agréable moment. Donc, quand on est sur un site internet, c'est pareil. La navigation, elle doit être facile. Les couleurs, elles doivent être pas agressives. Ça doit être agréable aussi de naviguer sur votre site. Et du coup, ça passe aussi par une expérience
variées. Et donc, il faut bien choisir ces images, des images qui sont aussi représentatives de ce que vous racontez dans votre texte. Et donc, il faut varier les images. On le disait sur un autre atelier. Oui, vous pouvez aller chercher des images sur les banques d'images gratuites. Maintenant, vous allez souvent vous retrouver avec les mêmes images que les autres. Déjà, c'est plus dur à référencer, voire quasi impossible. Et puis ensuite, c'est pas différenciant. Et voilà, c'est pas représentatif de votre marque, de ce que vous faites. Donc maintenant, on peut réussir à faire de très belles photos soi-même. Et puis sinon, c'est pas pour ce que ça coûte d'acheter une image qui va rester un petit peu sur votre site internet. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est ce qui va vous différencier aussi de vos potentiels concurrents sur le web. Proposer des vidéos, je pense que je vous apprends rien, c'est un format qui est de plus en plus apprécié. Alors attention, quand vous le faites sur votre site internet, veillez bien, quand la personne lit la vidéo, à ce qu'elle reste sur votre vidéo. Et que quand elle clique sur play, elle ne soit pas envoyée sur YouTube ou sur une autre plateforme, parce que là, du coup, elle est partie de votre site. Et puis, pour venir la récupérer, c'est compliqué. Mais n'hésitez pas à mettre du contenu vidéo. La vidéo, ça vaut 1000 mots, tout comme une image, déjà, c'est mieux. Là, vous allez pouvoir transmettre un message, transmettre votre personnalité. Enfin, vraiment, la vidéo, il faut en abuser aussi sur les sites internet. Et puis, du coup, voilà. Par rapport à votre cible, il y en a aussi qui vont être plutôt friands de lire des choses. Et puis, en fonction d'aussi le lieu où on se trouve, quand on consulte votre site internet, on peut peut-être pas lancer la vidéo, donc on va avoir besoin de lire. Donc, bien évidemment, mixez les trois. Je vous dis pas de faire que de la vidéo ou que de l'image, mixez bien les trois pour pouvoir répondre à un besoin d'internaute, peu importe où il se trouve. Ensuite, trouvez bien la manière, votre cible, comment est-ce qu'elle s'informe. Et puis du coup, soyez là où elle s'informe. Et donc, trouvez bien la manière de reprendre son vocabulaire et que quand elle lit votre site internet, elle se dit « Oh, là, il me parle à moi. Oui, c'est exactement ça. Limite, il a lu dans mon cerveau, c'est pas possible. » Enfin, voilà, c'est vraiment hyper important d'aller vous instruire, d'aller voir comment parle votre cible pour être beaucoup plus pertinent dans vos contenus sur votre site internet. Et puis, donc, bien évidemment, il y a aussi, je ne l'ai pas mis, c'est un énorme oubli de ma part, peut-être que je le dis plus tard, mais c'est le blog. Aujourd'hui, surtout quand on veut travailler son référencement naturel, c'est important d'avoir un blog, de proposer du coup un espace où on va pouvoir donner des conseils pour créer une certaine légitimité sur son métier, pour offrir un petit peu de son expertise gratuitement à vos cibles pour que ça leur donne envie de vous contacter par la suite. Donc ça, c'est pareil, c'est clé quand on cherche à varier ses contenus. Et donc c'est pareil, varier ses contenus, ça veut dire que parfois sur mon site, je vais avoir des internautes qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui démarrent dans leur recherche, ils ne savent pas trop encore quel est leur problème. Donc voilà, ils sont vraiment aux prémices de leur réflexion. Et il faut qu'ils trouvent matière à alimenter leur réflexion sur votre site. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est l'étape évaluation. Là, vous avez des internautes qui ont déjà conscience de leurs problèmes et qui cherchent un partenaire, une solution, selon votre activité. Là, c'est pareil, il faut qu'ils trouvent des contenus qui leur permettent d'évaluer votre prestation, votre expertise et qui leur donnent envie de vous contacter parce que finalement, vous avez l'air plutôt mieux que les autres. Et puis ensuite, il y a aussi l'étape phase d'achat, où là, on n'est même plus dans l'évaluation, c'est il me faut la solution maintenant. Et donc, ça passe par des contenus tels que peut-être des démos, des envois d'échantillons quand on est sur du produit, mais vraiment où là, il faut le ferrer parce qu'il est prêt à acheter. Et donc, il faut qu'il trouve aussi tout ce qu'il faut sur votre site internet pour finaliser son achat. Et quand je parle d'achat, je ne parle pas forcément de site e-commerce, mais justement, quand on vend un logiciel, pour vraiment ferrer ce client qui est vraiment chaud, là, je vais proposer une démo de mon logiciel pour vraiment capter ce lead et puis ensuite aller le travailler commercialement. Tu voulais rajouter quelque chose, non ? Alors, du coup, maintenant, on va vous expliquer comment mettre en avant votre proposition de valeur. Ouais. Donc le but, en fait, c'est de vous différencier, de pas forcément de chercher à aller copier vos concurrents.
Et j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin, de savoir pourquoi vous faites cette activité-là, en fait. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi votre raison d'être? C'est quoi votre mission? Pourquoi vous vous levez le matin pour faire ce boulot-là, en fait? En dehors de faire du profit, en dehors de faire de l'argent. C'est essayer de vous questionner sur ça, sur cette partie un petit peu émotionnelle, sur cette partie qui fait que voilà, vous avez envie de vous lancer, créer votre activité, etc. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes différent par rapport aux autres? Et en fait, cette proposition de valeur, c'est pas seulement juste une promesse ou un slogan. En fait, ça va plus loin. En fait, c'est quoi votre service? C'est quoi votre produit? Pourquoi est-ce qu'il va répondre à un caillou dans la chaussure que quelqu'un va avoir? Qui est ce quelqu'un-là, en fait, aussi, à qui vous allez répondre? C'est vraiment aussi s'intéresser au final aux consommateurs du produit et du service. Donc il y a une petite réflexion en fait introspective, de se dire ok, pourquoi je fais ça et comment moi je le mets en lumière. Et le but c'est de véhiculer de l'émotion aussi. C'est la différence quelque part. Vous allez peut-être aussi la faire là à travers votre expertise, mais à travers au fait l'humanité que vous allez apporter sur votre site internet. Et ça c'est une vraie différence en fait. C'est pas que des arguments commerciaux que vous allez mettre en avant. Et il faut beaucoup d'empathie. Il faut se mettre à la place en fait de l'internaute, de votre client. Pourquoi est-ce qu'il va vous acheter? Quelle est sa démarche d'achat? Enfin, tu en as parlé tout à l'heure. Moi, je vous invite à faire et à aller creuser sur des cartes d'empathie. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il recherche, comment il prend ses décisions d'achat, comment il est influencé, comment il ou elle, d'ailleurs elle, soyons inclusives, il ou elle s'informe. C'est tout ça. Donc, creuser un petit peu tout ce qu'on appelle les cartes d'empathie pour vraiment travailler qui sont vos clients et au final, créer un site internet qui réponde, en fait, qui fasse écho chez eux, quoi. Aller plus loin aussi. Donc là, on parle de personas, en fait. Donc, ces personas, c'est ces profils de cœur de cible. Identifiez-en 2, voire 3. 3, c'est pas mal, moi, je trouve, sur un site, quand on crée un site internet. Allez chercher des photos de banque d'images. Voilà, voilà mon profil type, c'est Muriel. Elle est attachée commerciale. Elle a entre 35 et 40 ans. Elle a 2 enfants. Elle a une passion pour l'éco-responsabilité en dehors de sa vie professionnelle. C'est quoi le caillou dans sa chaussure aujourd'hui? Tiens, c'est que elle n'a pas d'outil commercial pour faire le suivi de ses clients. Voilà. Et comment, en fait, je vais répondre aux problématiques de Muriel? Donc, c'est vraiment d'essayer de dessiner ce persona. Donc, vous avez des outils aussi qui existent sur Internet pour vous aider à dessiner ce persona, qui fait qu'en fait, vous serez beaucoup plus pertinent dans la rédaction ensuite de votre site Internet. Et encore une fois, c'est vraiment répondre à 3 choses. C'est quoi le caillou dans la chaussure de mes futurs clients? C'est quoi les bénéfices en fait d'utiliser ma solution, mon service, et surtout quelles sont les différences que j'ai et que j'apporte par rapport à mes concurrents. Donc c'est des choses essentielles que vous devez faire passer en fait en limite 3 secondes sur votre site internet. Et du coup, il faut effectivement être raccord partout. Enfin, il faut être sincère. Donc, moi, dans le cadre d'accompagnement, c'est ce que je dis souvent aux dirigeants que j'accompagne, c'est soyez sincères. Soyez sincères dans votre communication sur les réseaux sociaux. Allez pas pondre, des posts basiques sur des produits, sur des machins. Voilà, mettez un peu de valeur ajoutée, de contenu. Enfin. Ouais, faites véhiculer de l'émotion, quoi. Donc, et plus vous êtes sincère, plus vous tenez le même discours au final sur tous vos canaux, plus votre expertise, on va la ressentir, quoi. Et plus on va se dire, tiens, ouais, il ou elle fait la différence et c'est avec elle ou il que j'ai envie de bosser, quoi. Et je voudrais compléter pour les bénéfices. C'est vraiment quelque chose d'assez culturel et français. Quand on vend un produit ou même un service ou un logiciel, voilà, on a tendance à parler fonctionnalité. Et vraiment, quand on cherche à vendre via Internet, il faut vraiment parler de bénéfices. Et donc, si je vous donne l'exemple bateau, mais très connu, du crayon de bois jaune de forme hexagonale,
En gros, voilà, je pourrais essayer de vous vendre ce crayon de bois en vous disant c'est un crayon à papier, donc on peut effacer, et puis il est hexagonal pour un peu plus de design. Mais non, en fait, le bénéfice, c'est que il est hexagonal, donc du coup, le bénéfice, c'est qu'il ne va pas tomber sans arrêt de mon bureau pour que la mine se casse. Il est jaune fluo pour que vous puissiez le retrouver plus facilement dans votre trousse où vous avez une dizaine de crayons. Donc c'est vraiment ça l'exercice qu'il faut que vous vous amusiez à faire. Vous arrêtez de parler fonctionnalité, vous parlez bénéfices, et dans ces cas-là, vous allez voir que vous allez beaucoup plus facilement capter l'intérêt de vos internautes, parce qu'il va tout de suite se sentir concerné, et il va tout de suite comprendre ce que vous pouvez lui apporter comme valeur. Il reste les petits plus de chacune, et puis ensuite on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on aime bien pratiquer au sein de l'agence InWin Rennes. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, l'A/B testing. Donc ça c'est notamment aussi quand on a envie soit de créer une nouvelle offre, ou alors évidemment quand on lance son activité. N'hésitez pas à user du test, c'est-à-dire que vous essayez une version A contre une version B, vous regardez les résultats, et puis celle qui fonctionne le mieux, vous la déployez à plus grande échelle. Donc vous prenez un panel, donc par exemple sur une campagne emailing, vous allez tester un titre, un deuxième, lequel a le plus d'ouverture, ok, c'est le A, bon, là je bastonne avec le A. Et puis c'est pareil, si vous voulez aussi tester des couleurs, c'est pareil, un CTA, parfois c'est assez bluffant, mais qu'il soit bleu ou qu'il soit rouge, vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc c'est pareil, essayez ce qui fonctionne le mieux pour vous sur votre cible, et puis ensuite vous déployez. Et par contre, c'est vrai que mine de rien, si vous voulez vraiment avoir des résultats qui parlent et qui valent quelque chose, il faut quand même avoir un certain nombre de volumes. Donc si vous faites le test sur 50 personnes, c'est pas assez représentatif et significatif. Également, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On parle d'un site internet performant, mais il faut évaluer la performance. Donc pourquoi est-ce qu'on va dire oui, vous avez un site performant, et pourquoi est-ce qu'on va dire vous n'avez pas un site performant? C'est parce qu'on a mis des outils derrière. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous passer des outils d'analyse de votre site internet pour le comprendre vos cibles et du coup l'optimiser au quotidien. Donc ça passe évidemment par le fait d'installer Google Analytics. Google Analytics qui cherche à devenir de plus en plus accessible et lisible pour tous et compréhensible. Mais voilà, c'est important de savoir quelles sont les pages qui sont le plus vues, quels sont vos taux de rebond, pourquoi est-ce que les internautes ne restent pas longtemps sur votre site, pourquoi est-ce qu'il y a des pages qui sont boudées, pourquoi est-ce qu'il y a des pages qui sont adorées. Donc voilà, vraiment essayer de comprendre le comportement de vos internautes. Et puis après, le nerf de la guerre, combien j'ai de clics sur ce bouton, combien est-ce que j'ai de formulaires de remplis, de prise de contact. Si j'en ai pas assez, essayez de comprendre pourquoi, essayez sans arrêt d'optimiser pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et puis également, pour vous aider parfois aussi à transformer, on va très souvent vous inviter à utiliser des pages d'atterrissage, appelées en anglais landing page. Et donc ça a vraiment pour but de travailler votre taux de transformation, de générer du lead, de capter des emails, selon votre objectif, de générer des appels. Et donc, encore une fois, je le répète, il y a un design à travailler sur une landing page pour qu'elle soit efficace, mais surtout, il faut travailler votre proposition de valeur, et si l'internaute il a aucun intérêt à vous laisser ses coordonnées, il les laissera pas. Donc c'est là où on rentre un petit peu dans tout ce travail d'argumentaire. Il y a un petit peu de travail aussi de copywriting, mais voilà, c'est des choses qu'il faut aussi anticiper. La page d'atterrissage n'est pas magique, ça se travaille aussi derrière, toujours dans cette logique de proposition de valeur. Mais par contre, une fois qu'on est sur cette page, vous n'avez plus trop moyen de naviguer. Donc en fait, l'internaute, il n'a plus d'autre choix que de lire ce que vous avez à lui dire et d'idéalement vous laisser ses coordonnées. Mais du coup, il n'y a plus de moyen de naviguer dans votre site internet. C'est ça une landing page. Ouais, sur la prise de lead aussi, sur la prise de contact, en fait, une landing page, par exemple, si vous n'avez pas encore de site internet, ça peut être aussi un bon moyen
de tester en fait grâce à cette landing page. Est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas, est-ce que je capte de la donnée, et du coup de pas tout de suite partir dans l'investissement d'un site internet. On n'est pas là pour parler de site internet performant et je suis en train de vous dire ne créez pas de site internet, mais voilà, c'est une bonne façon au final de tester est-ce que ça répond ou est-ce que ça répond pas, quoi. Donc après, sur la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Bretagne, en fait, si vous voulez tester votre maturité digitale, vous pouvez faire l'autodiagnostic numérique. Donc ça vous permet en fait de vous challenger sur différents outils, pas que sur le site internet, mais des outils qui peuvent être liés à la gestion des ressources humaines, à aussi la gestion au quotidien de votre entreprise. Donc c'est un petit test qui prend 10 minutes à faire et qui vous donne en fait un résultat avec des pistes éventuellement d'amélioration. On est là aussi pour vous accompagner, faire des accompagnements numériques. Donc c'est vraiment des accompagnements personnalisés et des diagnostics un petit peu plus poussés que l'autodiag que vous pouvez faire tout seul de votre côté, avec la définition après d'un plan d'action. Donc qui couvre pas seulement la visibilité Internet, mais qui couvre vraiment tous les outils digitaux que vous pouvez utiliser dans votre entreprise. Donc voilà. Avez-vous des questions ? Combien d'entre vous sont à l'état de projet, de maturation de la création de votre site Internet ? D'accord. Merci. Combien d'entre vous ont peut-être déjà créé leur site internet et venez pour se confronter ? Ouais. Est-ce que madame, vous avez des choses à partager justement sur la création de votre site internet ? Ça a été quoi la pire galère par exemple ? Déjà, j'ai pas de webmaster, mais par contre, je le fais avec une amie qui connaît un petit peu. On a acheté une formation, donc moi j'ai passé des heures. Mais voilà, je comprends plein de choses et pardon, c'est mieux comme ça. Donc je commence à comprendre plein de choses et notamment l'intérêt, même l'obligation d'être sur les réseaux sociaux, ce que je ne souhaitais pas faire pour des raisons, voilà. Mais ça y est, j'y suis. Et du coup, d'avoir un discours commun, le persona aussi. Moi, je suis sur une activité de coaching en fait, où je voulais ouvrir à tout le monde parce que j'ai fait de l'accompagnement avec des publics très différents. Et je me rends compte que pour faire du coaching, il faut définir vraiment une cible. Donc je pense que ma cible sera féminine, etc. Voilà, je suis en train de me coller à ça. Voilà. Et sinon, j'apprends encore des choses et je trouve très intéressant la Chambre des métiers avec l'autodiagnostic. Je vais m'occuper de ça. Merci. Merci pour votre partage, madame. Effectivement, enfin, je rebondis du coup. Avant, c'était, on faisait de la publicité pour la ménagère de moins de 50 ans. Maintenant, on est vraiment sur du one-to-one, quoi. C'est vraiment, on va essayer de personnaliser un maximum et que le message soit reçu par, au final, pas forcément tout le monde, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de le travailler. J'en profite pour ceux qui ont aussi déjà créé leur site internet. On a parlé du BABA et du référencement naturel. Sur le site internet de l'agence ren.inwin.fr, vous avez un outil aussi un rapport pour évaluer votre référencement naturel et puis vous donner les billes et les points sur lesquels vous pouvez aussi vous améliorer et ce sur quoi il y a un petit peu de travail pour optimiser votre référencement naturel. Alors, en fait, j'avais une petite question sur les pages d'atterrissage parce que je ne connais pas du tout le concept. Je ne sais pas si c'est une, plusieurs et comment ça fonctionne et si on peut faire qu'une, c'est-à-dire celle qui est sur le formulaire de contact ou de paiement en fait, de paiement pour plutôt transformer l'essai, on va dire. Transformer l'essai dans le sens où la personne fait l'acte de paiement, par exemple. Ouais, il y a un peu de sujet dans ce que vous avez posé comme question, mais c'est une très bonne question. Donc en fait, les pages d'atterrissage, effectivement, ça doit répondre à un objectif. Et vraiment, si par exemple la plus connue des pages d'atterrissage, c'est quand vous êtes dans un aéroport et que vous devez renseigner votre identifiant, enfin votre email pour pouvoir accéder à la Wi-Fi de l'aéroport. Ça, c'est quand vous atterrissez sur cette page, quand vous ouvrez la page de connexion Wi-Fi de l'aéroport,
Si vous renseignez pas votre adresse email et puis votre pays ou je sais plus votre âge, enfin plus ça va, plus ils nous demandent des infos. Vous pouvez pas sortir de cette page en fait. Vous êtes là-dedans, vous n'avez pas moyen de sortir, etc. Ça c'est une landing. Donc après, ça dépend de l'objectif que vous avez. Si votre objectif c'est de récolter des emails, il faut que vous trouviez ce qu'on appelle un produit d'appel, donc quelque chose qui va inciter l'internaute à laisser ses coordonnées en échange de quelque chose. Et puis, quand on est sur un parcours d'achat, c'est encore différent. Effectivement, ça se voit. Certains sites e-commerce utilisent, à partir du moment où on rentre dans le parcours d'achat, qu'on est en train de commencer à renseigner ses coordonnées, puis sa carte bancaire, etc., on ne peut plus retourner naviguer dans le site. Ça, c'est vraiment une stratégie qu'on décide d'avoir à proprement parler pour son entreprise. Les deux se pratiquent. Vraiment, tout là, il n'y a pas de réponse finale à apporter. Mais voilà, c'est effectivement la page d'atterrissage peut être un petit peu détournée comme ça dans le parcours d'achat. Bonjour. J'aurais voulu savoir quel coût financier pour se lancer sur. Alors, ça dépend certainement du nombre de pages, de ce qu'on veut obtenir, mais quel coût prévoir pour un site internet? Alors, tu veux répondre? C'est vrai que c'est compliqué comme question. Enfin, moi, je l'ai tous les jours, cette question-là. Combien pour mon site internet? J'ai envie de dire, effectivement, ça dépend du nombre de pages, ça dépend de la complexité que vous allez demander. J'ai envie de vous dire, ça peut vous coûter l'hébergement et votre nom de domaine si vous le faites tout seul. Après, il faut avoir le temps, donc il faut prendre. Enfin, moi, je dis souvent, il faut prendre 3 variables. Il y a 3 variables à prendre en compte. C'est ses compétences digitales, son budget et son temps. Et en fonction de ça, on fait un checker et on voit, on mélange tout et on voit effectivement combien je suis prêt aussi à dépenser sur ce site internet. Donc, en ayant questionné pas mal de gens sur un site vitrine assez basique, souvent certains me parlent de 1002, 1005, voilà. Après, des fois, ça dépend aussi de ce qu'on veut, de la qualité qu'on veut derrière. Sur un site vitrine assez basique, ça peut monter aussi jusque 2000. Donc, c'est assez compliqué de donner une réponse pratico-pratique. Et je comprends que vous ayez besoin d'une réponse parce que voilà, c'est une petite ligne de budget aussi à mettre dans le prévisionnel. Mais voilà, c'est donner un chiffre, mais quelque part, c'est pas vous dire ce qu'il y a derrière. Donc, c'est compliqué à s'engager là-dessus, quoi. Je voulais compléter aussi, ça va être hyper déterminant sur votre projet et l'importance du site internet. Est-ce que votre business model il repose quasiment que sur le parcours digital et donc là c'est un enjeu clé et dans ces cas-là évidemment qu'il faut mettre le budget, ou est-ce que effectivement c'est un canal d'acquisition parmi d'autres et du coup je peux peut-être me permettre pour démarrer d'avoir quelque chose de plus petit. Et puis également, on n'est pas du tout rentré dans la technique parce qu'on pourrait parler très longtemps, mais il existe des solutions qu'on appelle propriétaires et non propriétaires, donc qui permettent après d'avoir des systèmes mensualisés sous abonnement ou pas, en paiement one shot. Donc ça c'est pareil, ça dépend aussi de notre capacité financière. Si on souhaite plutôt partir sur un site internet avec des mensualités et un abonnement récurrent, c'est des solutions qui existent et parfois on peut démarrer à 25, 30, 40 euros par mois. Et puis après, si on veut plutôt que ce soit un investissement one shot et que le récurrent qu'il reste, c'est éventuellement l'hébergement et la maintenance si on fait appel à un professionnel. Il y a aussi ces coûts-là à anticiper, qui sont, je pense, importants de prendre, parce qu'on a souvent des appels au secours quand on a décidé de ne pas prendre de maintenance. Et puis, voilà, tu parlais des mises à jour. Oui, les mises à jour sont importantes. Ne mettez pas vos mises à jour automatiques, parce que c'est le meilleur moyen de faire planter votre site. Donc, c'est vraiment... ça se réfléchit quand on décide de faire une mise à jour. Mais sincèrement, un site internet, effectivement, ça peut démarrer du coup sous forme d'abonnement à 20 euros par mois jusqu'à un projet à 50 000 euros. Donc, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok, écoutez, il est pile l'heure de la fin de l'atelier. Si vous avez des questions plus individuelles, on reste quelques minutes avec Myriam pour répondre à vos questions éventuellement ici. Et puis sinon, on vous souhaite un bon salon. Bon salon!